que toi aussi tu trouves que la pollution, l'abattage de masse, la dépendance à la technologie sont des aberrations de l'espèce humaine, alors procure-toi La pensée de Rousseau. 100% biologique sur papier recyclé, disponible dans tous les bons cours de philosophie de la francophonie, à consommer avec modération, peut inclure les effets secondaires suivants, la solitude, le développement de l'empathie et l'abandon d'enfants. Wow! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Jean-Jacques Rousseau, et particulièrement de sa perception du monde, de son lien avec les animaux, de sa conception de l'être humain, mais surtout de pourquoi tout ça, c'est pas passé date. C'est parti! Un jour en 1749, alors que Rousseau visitait son ami Diderot en prison, Diderot était arrêté suite à la publication d'un livre qui prenait des positions matérialistes. Si tu sais pas ce que c'est le matérialisme, tu peux aller voir une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Celui-ci l'encourage à participer au concours de l'Académie de Dijon, dont cette année-là, la question est « Le progrès des sciences et des arts a-t-il contribué à corrompre ou à épurer les mœurs ?» Rousseau écrira et obtiendra le premier prix, direct. Son texte est publié l'année suivante et il acquiert immédiatement une renommée internationale. Il abandonne tous ses emplois et écrit à temps plein. Et quelques années après, il écrira un autre de ses célèbres textes, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. La question des inégalités et du progrès va beaucoup travailler Rousseau, mais surtout va lui donner une indépendance par rapport à ses collègues philosophes, car il va consacrer sa vie à critiquer radicalement le monde dans lequel il vit. Alors que les autres penseurs humanistes prônent l'humain pour sa raison, Rousseau fait le constat que la raison et la technique qui devaient servir à l'émancipation de l'humanité sont devenus les instruments d'une domination de l'humain par l'humain. Ou disons même, de l'homme sur les humains. En s'imaginant les différentes étapes de l'histoire, Rousseau détermine que c'est l'appropriation de la terre et les développements techniques, économiques et politiques qui y sont liés qui sont le basculement le plus catastrophique de l'histoire de l'humanité. Mais on vit quand même mieux maintenant qu'avant. Aujourd'hui, il y a la médecine, les belles maisons, les moyens de transport, tout ça grâce à la technique. Je pensais plus à Netflix, mais ouais. Mais pour Rousseau, avec tous ces acquis, apparaissent de la dépendance, mais surtout des conflits entre les individus, car ces ressources ne sont pas partagées équitablement. Ouais, comme quand ma sœur veut pas partager ses identifiants Netflix. D'où vient cette inégalité de richesse? On entend souvent dire « Mais là, s'il voulait avoir plus d'argent, il n'avait qu'à travailler plus fort !» Ou encore « C'est la nature qui veut ça !» Oh oui. Mais pour Rousseau, l'inégalité n'est ni naturelle, ni liée au mérite. Elle vient de l'appropriation de la terre. Et originellement, l'appropriation de la terre s'est faite par une minorité qui a usé de ruse ou de violence pour l'obtenir. Depuis, cette terre est juste transmise de famille en famille, ce qui n'est donc pas très mérité. Les autres se retrouvent alors contraints de travailler pour les propriétaires en se soumettant à leurs conditions. C'est ainsi que Rousseau décrit l'état social, soit l'état dans lequel il se trouve à ce moment-là. Parce que c'est différent maintenant? Mais pour lui, tout ça peut changer. En développant sa pensée politique, Rousseau développe aussi une conception de l'être humain. Son anthropologie se base sur une expérience de pensée qui est l'état de nature. L'état de nature, c'est le premier état de l'être humain dans l'histoire. Bien sûr, tout ça, c'est fictif. Mais Rousseau essaye d'imaginer à quoi ressemble l'être humain lorsqu'on lui enlève tous les artifices ajoutés avec le temps. Et Rousseau s'imagine que l'être humain, à la base, était un être solitaire. Ouais. Et il vit sans souci dans un monde sans technologie. On dit souvent de l'être humain de Rousseau qu'il est bon, car c'est en opposition à Hobbes, chez qui l'être humain dans l'état de nature est fondamentalement égoïste et où l'état de nature est un véritable chaos. Que ce soit bien clair, c'est ma classe. Mais Rousseau le décrit plus de façon neutre. Il lui accorde en fait deux sentiments de base. Le premier sentiment est la commisération ou la pitié. C'est l'empathie, la capacité à ressentir ce que les autres ressentent. La deuxième, c'est l'amour de soi. C'est un peu plus au sens d'instinct de survie, parce que c'est s'aimer, mais dans le sens de vouloir se protéger. Tu sais quoi? La vie, c'est difficile. Et pourtant, tous les matins, tu te lèves et tu fais ce que tu as à faire. Puis même, tu le fais bien. Parfois, tu manges des fruits et des légumes. Tu te donnes vraiment. Fait que tu mérites de manger une glace ce soir. Tu mérites. T'es une bonne personne.
C'est sûr qu'à côté de l'état de nature de Hobbes, l'état de nature de Rousseau semble être le paradis. Mais c'est plus quelque chose de neutre, plus quelque chose sans souci. Ces deux sentiments qu'a l'humain, l'animal le possède aussi. En fait, pour Rousseau, l'humain et l'animal ne sont pas si différents, car ils possèdent les mêmes sentiments et ils possèdent tous les deux la raison. J'en connais qui aimeraient pas ça. Tout animal a des idées puisqu'il a des sens. Il combine même ses idées jusqu'à un certain point, et l'homme ne diffère à cet égard de la bête que de plus ou moins. Quelques philosophes ont même avancé qu'il y a plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à telle bête. Ce n'est donc pas tant dans l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme. Pour Rousseau, nos sens précèdent la raison et forgent d'ailleurs une partie de celle-ci. Par exemple, l'imagination, chose que l'on partage avec les animaux selon Rousseau, est possible grâce aux sentiments que l'on a. L'entendement humain doit beaucoup aux passions qui d'un commun aveu lui doivent beaucoup aussi. C'est par leur activité que notre raison se perfectionne, nous ne cherchons à connaître que parce que nous désirons jouir, et il n'est pas possible de concevoir pourquoi celui-ci qui n'aurait ni désir ni craindre se donnerait la peine de raisonner. Finalement, ce sont nos désirs qui vont nous amener à imaginer des choses et qui vont nous amener à penser à ces choses. Nous ne sommes donc pas si différents des animaux, si ce n'est sur 2 points. 1. Nous sommes libres et non déterminés par la nature. Cela veut dire que dans un cas hypothétique, si un animal a faim et qu'on lui donne de la nourriture, eh bien, il va la manger. Alors que l'être humain, même s'il a faim, pourrait refuser de manger une nourriture pour X raisons. 2. Nous avons la faculté de nous perfectionner, la perfectibilité. Cela veut dire que contrairement à l'animal qui, au bout de quelques années, voire quelques mois, devient ce qu'il sera, eh bien l'humain, lui, continue de changer continuellement. C'est nice d'être humain. Et cette particularité, elle est à la base des malheurs humains. Bella! Parce qu'en cherchant à se perfectionner, on développe davantage notre raison plutôt que nos passions naturelles. Et en se détournant de nos passions naturelles, comme la pitié par exemple, on crée de nouvelles passions qui sont dites non naturelles. Par exemple, on développe l'amour-propre au lieu de l'amour de soi. Ce qui n'est plus le simple sentiment de protection, mais qui devient le sentiment qui nous pousse à nous comparer aux autres. Et à vouloir les dominer. Parallèlement, on développe la honte, puisque comme on regarde les autres, on pense que les autres nous regardent. Enfin, on développe l'avidité, ce qui pousse les humains à s'approprier des biens matériels au-delà de ce qui est nécessaire à leur propre conservation, ce qui donnera la propriété privée. Finalement, en développant notre raison et nos caractéristiques proprement humaines, on s'est transformé en monstre. On peut impunément égorger son semblable sous sa fenêtre. Il n'a qu'à mettre ses mains sur ses oreilles et s'argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte en lui de l'identifier avec celui qu'on assassine. L'homme sauvage n'a point cet admirable talent. Et faute de sagesse et de raison, on le voit toujours se livrer étourdiment aux premiers sentiments de l'humanité. Rousseau est ainsi critique de la philosophie qui nous a appris à nous penser en tant que groupe et non plus en tant qu'individu. Un philosophe qui critique la philosophie. J'aime bien. Traditionnellement, l'opposition raison-passion donnait toujours raison à la raison. On disait que l'humain était par définition un animal raisonnable et que la passion, les sentiments, étaient une soumission irréfléchie et incontrôlable au désir, ce qui finalement était une marque de passivité. Mais ce n'est pas le cas chez Rousseau. Il ne condamne pas les passions en elles-mêmes. Même, il nous enjoint de retrouver nos passions naturelles qui sont la pitié et l'amour de soi. Il ne faut pas comprendre ici que Rousseau nous dit de tout abandonner pour aller vivre nu dans les bois. Revenir à l'état de nature est tout simplement impossible, notamment parce qu'on est devenu trop dépendant de la technique, de la raison. Mais pour Rousseau, il faut repenser notre société, notre rapport aux autres, notamment en réalisant que ce qui nous sépare n'a rien de naturel et que c'est l'humain qui est responsable de sa perte. Finalement, dans une société avec une meilleure éducation, plus proche de la philosophie de Rousseau, les humains seraient capables d'utiliser leur perfectibilité pour créer de bonnes choses, de bons sentiments, comme l'amour des autres. Ce serait encore une passion non naturelle, mais une bonne passion non naturelle. Fait que finalement, il est pas contre la philosophie ? Ah, je suis déçue.
Alors, si Rousseau devait vivre aujourd'hui, ce serait sans doute une sorte de bobo hippie. Ce serait un anticapitaliste adepte du self-care qui a un vieux 3310, qui est inscrit dans une communauté zéro déchet au fin fond d'une campagne et qui est partiellement vegan. Partiellement parce que Rousseau c'était quand même un homme de contradiction. Du genre, j'écris un livre sur l'éducation et j'abandonne mes 5 enfants. Bref, il dirait qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ou de l'état social. Du mauvais état social. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez l'aimer, c'est pour apaiser ma passion non naturelle de vanité. Si vous souhaitez avoir d'autres vidéos comme celle-ci, vous pouvez toujours laisser un commentaire, partagez-la avec vos amis, puis sinon, abonnez-vous pour rester au courant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.